étant en vacances durant ce printemps, j'ai décidé que c'était le bon moment pour m'intéresser à un sujet qui détend, à un sujet léger et fun, c'est-à-dire l'énergie nucléaire. Et j'ai commencé évidemment par Tchernobyl, qui est donc la série britannico-américaine de Craig Mazin sortie en 2019. Et là, il y a deux questions un peu esthétiques qui ont surgi. D'abord, comment est-ce qu'on raconte visuellement quelque chose qui est proprement invisible? Et Tchernobyl joue avec la réalité des blessures les plus spectaculaires. Quand il remonte dans le temps, en fait, on se rend compte qu'il y a eu quand on remonte dans le temps, on se rend compte qu'il y a eu deux leviers pour représenter cet invisible ailleurs que dans cette série. En fait, la première solution, ça a été d'absenter le moment de l'explosion. Donc le nucléaire n'a pas existé au cinéma à proprement parler pendant longtemps. Toute la période, parfois même de la radioactivité est absente. On démarre quand tout est fini. Donc c'est la technique principale jusque dans les années 60, notamment aux États-Unis où ce sont des séries B et Z principalement qui traitent de la question, mais aussi en France avec Malville, qui est un film qui est sorti en 81, où les personnages sont dans une cave au moment où ça explose. Donc c'est assez pratique. Puis le deuxième levier, c'est d'user de métaphores, évidemment, plutôt qu'une radiation. On va préférer une invasion d'araignées ou encore un monstre gigantesque venu de la mer. Et là, vous avez sûrement compris que je veux parler de notre vieux pote Godzilla qui arrive en 54 sur les écrans japonais. Donc bref, le nucléaire force à des stratagèmes d'écriture que je trouve intéressants et que j'ai pas beaucoup le temps de développer plus, mais dans chaque film, il y a des dispositifs de ce genre. Puis ensuite, il y a la question une autre question qui m'est venue devant Tchernobyl, c'est celle de la véracité historique, parce qu'en fait, la série dispose d'une qualité d'écriture, de mise en scène, d'un sérieux, d'un accueil critique aussi qui lui a conféré une sorte d'autorité pour raconter ce qui s'était vraiment passé dans la centrale ukrainienne. Or, sa conclusion, entre autres, c'est que c'est une catastrophe soviétique due au manquement des hommes et au défaut de conception et surtout au vice du système politique. Or, c'est un peu rapide quand on sait que la Pennsylvanie aurait pu être rayée de la carte en 79 après l'accident de Three Mile Islands et que la France a évité deux catastrophes en 69 et en 80, des catastrophes assez similaires à Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher. Donc, on va un peu vite, mais je trouve que c'est hyper intéressant de constater en tout cas que le cinéma, et là je vais reprendre les mots de l'historien Marc Ferraud, joue le rôle d'agent de l'histoire dans ce domaine du nucléaire, c'est-à-dire qu'il documente, mais aussi il promeut activement une version de l'histoire. Et c'est très vrai avec ce sujet qui est donc épidermique. On se rend compte de la manière dont il soutient des discours officiels ou au contraire devient un symbole de dénonciation. Je pense évidemment à Dr Folamour en pleine crise des missiles à Cuba, mais il y a aussi La Jetée de Chris Marker, il y a le syndrome chinois de James Bridges qui est à peu près dans les années 70 il me semble. Et puis même un court-métrage de Jean-Luc Godard qui s'appelle Le Nouveau Monde, qui est sorti en 63 et que j'ai regardé, qui est assez chelou, donc je vous le conseille aussi.